Une norme internationale, la norme ISO 14021, relative aux autodéclarations environnementales, définit la recyclabilité comme la caractéristique d'un produit, d'un emballage ou d'un composant associé qui peut être prélevé sur le flux des déchets et qui peuvent être collectés, traités et remis en usage sous la forme de matières premières ou de produits. Cette norme rappelle aussi qu'un objet ou un emballage ne peut être considéré comme recyclable qu'aux conditions qu'un dispositif existe pour le collecter et qu'il existe des débouchés pour un recyclage effectif. Cette notion est en effet essentielle. La recyclabilité n'est pas seulement une notion technique liée à la propriété d'un matériau. Elle suppose que des tonnages suffisants soient collectés, que des technologies existent pour l'identifier, le séparer, puis le réutiliser dans de nouvelles applications, que ces débouchés s'appuient sur un développement économique pérenne et que des utilisateurs souhaitent employer cette matière. En conséquence de cette définition, à l'heure actuelle, une grande majorité des emballages ménagers est recyclable. Les emballages papier, carton, acier, aluminium et verre sont tous recyclables. Pour les emballages plastiques, seules les bouteilles et flacons sont recyclables. En effet, pour des raisons économiques, le recyclage des emballages plastiques s'est historiquement développé pour les résines plastiques les plus communément utilisées dans l'emballage, c'est-à-dire le PEHD, le PP et le PET, et les plus facilement collectables à travers un type d'emballage bien identifié et homogène. Une grande majorité des bouteilles et flacons sont constitués de l'une de ces trois résines. Pour ces matériaux et ces emballages, il existe des débouchés, et les collectivités locales ont mis en place un dispositif permettant de les collecter et de les trier. Ces déchets d'emballage ont ainsi une vraie valeur marchande. Depuis 2011, 3,2 millions de tonnes triées ont été revendues par les collectivités à des recycleurs, et les ventes associées représentent aujourd'hui plus de 200 millions d'euros. Les conditions de la norme ISO 14021 sont donc bien réunies. Aujourd'hui, les autres emballages plastiques ménagers tels que les films, les barquettes et les pots ne sont pas recyclables. Néanmoins, les emballages ménagers ne sont pas seuls concernés par le recyclage. Des conditions favorables peuvent parfois être réunies pour les autres emballages non ménagers. C'est le cas par exemple des chutes de production ou des films qui entourent des palettes de transport et qui peuvent être regroupés en quantité suffisante et homogène pour être recyclés. Lorsqu'un emballage est recyclable, et si le producteur le souhaite, un logo encadré par la même norme peut être apposé sur l'emballage concerné. Il s'agit de la boucle de Möbius. La réglementation en France a également défini, plus récemment, un marquage identifiant les emballages recyclables, que l'on appelle le Triman. Pour autant, certains emballages ne sont pas recyclables, ou certains sont constitués de différents éléments. Pour le consommateur, le tri peut donc devenir terriblement complexe. C'est donc pour cette raison qu'Eco-Emballage a développé une consigne de tri détaillée à apposer sur les emballages. Cet affichage fournit des instructions claires pour chaque élément qui constitue l'emballage. Prenons l'exemple d'un pack de biscuits. Le logo permet de différencier la boîte en carton qui est recyclable du film qui ne l'est pas aujourd'hui. La recyclabilité est donc liée à ce que le consommateur pourra trier, à ce qui sera envoyé chez un recycleur et finalement à ce qui est effectivement possible de recycler. En effet, les emballages sont très souvent constitués de plusieurs éléments et matériaux. Et ces éléments ou composants, comme les étiquettes ou les bouchons de bouteilles, peuvent eux-mêmes être composés de matériaux différents. Par exemple, une bouteille d'eau est composée de 3 éléments, chacun de matériaux différents. Le corps de la bouteille, généralement en PET, le bouchon, lui en PEHD, et l'étiquette en papier ou en plastique. Une boîte de conserve est quant à elle composée de 2 éléments, la boîte et l'étiquette. En fin de vie, l'emballage est orienté vers la filière de recyclage du matériau majoritaire qui le compose. La bouteille d'eau ira ainsi dans la filière PET, tandis que la boîte de conserve sera orientée vers la filière acier pour y être recyclée. Le travail du recycleur consistera alors à achever la séparation des matériaux après celle qui a eu lieu en centre de tri. Bref, à affiner la matière.
Parfois, il pourra lui-même envoyer chez un autre recycleur une partie de ce qui aura été séparé, comme les bouchons en PEHD. Dans d'autres cas, ces matériaux, s'ils ne peuvent être pris en charge par une autre filière, devront être éliminés par incinération ou plus rarement par enfouissement. Nous avons traité là le cas d'emballage recyclable, mais il peut arriver que certains choix de conception perturbent les procédés de tri ou de recyclage, en empêchant la bonne identification des matériaux ou en introduisant des éléments à l'origine d'impact fort sur le procédé de recyclage. Ainsi, on peut améliorer la recyclabilité d'un emballage en faisant des choix de conception, permettant d'éviter de perturber les procédés et de minimiser la quantité de matière qui devra être éliminée. Depuis plusieurs années, fabricants d'emballages et recycleurs travaillent avec Eco-Emballage à l'amélioration de l'intégration des emballages dans les process de recyclage. Pour cela, ils ont constitué 2 comités techniques. Le CEREC, Comité d'évaluation de la recyclabilité des emballages carton, et le COTREP, Comité technique pour le recyclage des emballages plastiques. Ces comités étudient des cas réels rencontrés par les recycleurs et publient régulièrement sur leurs sites internet respectifs des avis de recyclabilité d'emballages soumis par les entreprises souhaitant connaître le comportement de leurs emballages dans la filière de recyclage concernée. Ces avis permettent ainsi de guider les concepteurs d'emballage dans le choix des matériaux. Ce suivi régulier par les recycleurs permet d'identifier les emballages ménagers qui, bien qu'appartenant aux consignes de tri, ne s'intègrent pas dans les filières de recyclage existantes. Cela a permis de définir une liste de caractéristiques perturbant le tri ou le recyclage. Depuis 2012, une liste d'emballages dits perturbateurs définit ces emballages problématiques. Cette liste est réactualisée chaque année et regroupe à ce jour les emballages papier-carton, contenant moins de 50% de fibres en poids, la moitié de l'emballage étant traité comme un déchet par le recycleur, les emballages papier-carton armés, l'armature des emballages perturbant mécaniquement le procédé, les emballages en verre avec bouchons céramique ou porcelaine, ces éléments infusibles endommagent les fours verriers et dégradent la qualité du verre recyclé. Dans la filière plastique, les bouteilles flacons en PET contenant du silicone de densité supérieure à 1, en particulier dans les bouchons ou dans les valves des flacons tête en bas. En effet, lors du recyclage du PET, les impuretés sont éliminées lors de l'étape de flottation selon leur densité par rapport à celle de l'eau, égale à 1. Le PET ayant une densité supérieure à 1 coule. C'est le cas également de tous les autres éléments ayant une densité supérieure à 1, comme les métaux et certains types de silicone. Non séparés du PET, ces éléments dits indésirables seront donc de véritables polluants de la matière finale recyclée. Sont également concernés les bouteilles et flacons en PET contenant du PVC, notamment sur les manchons intégraux, ainsi que les bouteilles et flacons en PET contenant de l'aluminium, qu'il s'agisse d'une étiquette, d'un bouchon, d'un opercule, du ressort contenu dans un flacon à pistolet ou d'encre à pigment aluminisée. Les étiquettes mettant en jeu des encres aluminisées de certains flacons en PET illustrent bien cette notion de perturbation. L'utilisation de tels pigments peut avoir des conséquences importantes, et ce à plusieurs niveaux des procédés de tri et de recyclage. Tout d'abord, lors du tri, l'identification d'aluminium sur un emballage par une machine de tri optique entraînant non seulement son éjection de la ligne de tri, mais également celle d'autres emballages éjectés en même temps par la force du jet d'air comprimé. D'autre part, lors de la flottation, comme vu précédemment, les densités, toutes deux supérieures à 1 du PET et de l'aluminium, empêchant la séparation des résidus d'encre aluminisée du PET. La matière recyclée mélangée à ces pigments n'est alors plus réintégrable dans un nouveau produit. Au tri comme au recyclage, c'est donc autant de matière perdue et de déchets supplémentaires à traiter pour le recycleur. L'équilibre économique de la filière peut alors être remis en question. Par ailleurs, le caractère perturbateur d'un élément ne pourra s'appliquer qu'aux cas d'emballage pour lesquels une alternative technique existe pour assurer la même fonction vis-à-vis du produit emballé. Dans le cas de l'étiquette aluminisée, par exemple, il existe aujourd'hui des encres offrant une excellente alternative aux solutions perturbatrices. Pour cela, un embouteilleur d'eau a travaillé avec l'aide de ses fournisseurs à la mise au point d'encre de couleur gris Pantone et surlaquée donnant un rendu visuel identique. Ce critère sert de référence pour définir des malus dans la contribution payée chaque année pour inciter les entreprises à ce que leur choix de conception ne dégrade pas la qualité du recyclage de l'ensemble des emballages.